Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'Hearthstone et plus particulièrement, on se retrouve pour la review des nouvelles cartes qui sont sorties à l'occasion des courses de Sombre Lune. Ce mini-set de 35 cartes est disponible depuis le 21 janvier et il est disponible à l'achat au prix de 14,99€ ou de 2000 pièces d'or. J'admets que c'est pas donné, mais si vous avez les gold, foncez car c'est ultra rentable. Donc, dans cette vidéo, je donnerai mon avis sur une partie de ces cartes. Vu qu'il y a 35 cartes, je ferai sûrement plusieurs vidéos, parce que 35 cartes, ça prend quand même du temps à traiter et je peux pas le faire en une seule vidéo. Donc, on va commencer directement et rentrer dans le vif du sujet. On va s'attaquer aux premières cartes. Alors, première carte, tireuse de Gangrefeu, une carte commune. Donc pour 2 mana, on a une carte 2-3, double classe, bien évidemment, une carte à la fois chasseur mais à la fois chasseur de démons, qui a pour effet, votre pouvoir héroïque coûte un cristal de moins. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette carte? Je pense que en chasseur, c'est médiocre, parce que le chasseur, il n'a pas besoin de ce genre de carte, parce que son pouvoir il coûte 2, donc ça voudrait dire que sur T3, il joue cette carte, ça veut dire qu'il met une 2-3, il fait son pouvoir héroïque sur T3, c'est pas très bon, surtout qu'il a guide qui fait ça en mieux, c'est-à-dire que le guide c'est la 1 qui fait que votre prochain pouvoir héroïque coûte 0 cristal. Alors effectivement, son effet à elle, il est permanent, c'est-à-dire que tant qu'elle est sur le board, votre pouvoir héroïque, tous les tours vous allez pouvoir l'utiliser à 1 cristal. Ou si vous êtes chasseur des démons, à 0 cristal. Donc pouvoir héroïque quand même, excusez-moi, carte assez chiante pour l'adversaire s'il la gère pas directement. Mais sinon, globalement, je pense qu'en chasseur, ça va pas être joué parce que c'est pas assez fort. Le chasseur a d'autres cartes qui sont bien plus puissantes en early game. Et effectivement, la carte est pas dégueu, mais je pense que ça sera jamais joué en chasseur, c'est pas assez puissant. Par contre, en chasseur de démons, c'est là que ça prend tout son sens, parce que le chasseur de démons, je rappelle, il a un pouvoir héroïque qui coûte 1 cristal. Ça veut dire que grâce à cette carte, son pouvoir héroïque va être gratuit. Donc lui par contre ça va être très intéressant parce que du coup sur le T2 il va poser un body 2-3, donc déjà c'est solide, hein, c'est pas une 2-2, c'est une 2-3 quoi. Voilà, et en plus il va pouvoir faire un pouvoir héroïque, donc possiblement aller trade une 1-1, une 2-1, donc dans des match-ups plutôt mirror, ça peut faire la différence. Donc carte je pense qui va être jouée dans les chasseurs de démons tempo et aggro. Par contre dans le chasseur, je pense que c'est pas assez bon, c'est vraiment mauvais, avoir un pouvoir héroïque qui coûte un cristal, super, mais ça sert pas à grand chose, surtout en chasseur. Donc je pense que j'ai tout dit sur cette carte, voilà. Donc en gros, retenez juste qu'en chasseur de démons, c'est clairement jouable, et c'est même plutôt bon, alors qu'en chasseur, c'est claqué au sol. On se retrouve ensuite pour une seconde carte double classe. Cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle coûte un cristal, c'est une carte à la fois druide et à la fois chasseur. C'est la bourse ajustable. Elle découvre une carte avec un coût équivalent à vos cristaux de mana restants. Alors, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est nul? Je vais vous le dire tout de suite. Pour moi, en druide, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Le druide, c'est une classe qui va faire parfois beaucoup de tours vides. C'est-à-dire que il va s'accélérer en mana, mais parfois, entre les tours où il s'accélère en mana et les tours où il pose du board, il va pas faire grand-chose. C'est-à-dire que sur T1, T2, parfois il fait rien, même T3 et T4 il va rien faire. Il va commencer à jouer très tard dans la partie. En tout cas, les druides actuels, ils ont tellement des cartes lourdes en mana qu'ils vont pas vraiment jouer en early game. Et donc cette carte, elle peut permettre par exemple d'aller chercher une carte d'early game, c'est-à-dire que vous êtes T3, vous faites cette carte qui coûte 1 et derrière vous avez des cartes qui coûtent 2 et ça peut être super fort. En fait, elle est très forte parce que très polyvalente. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez déclencher son effet en early game, mais vous pouvez aussi la jouer en mid game, elle sera aussi très intéressante, et bien évidemment vous pouvez aussi la jouer en late game où elle vous donnera une carte très forte. Donc en fait pour le druide elle va être très forte parce qu'en gros en début de partie elle va lui donner des petits anti-bêtes ou des petites gestions. En milieu de partie elle va soit lui donner du board dont le druide manque parfois, ou de la gestion, par exemple swipe, ou je dis des conneries, mais des choses comme ça. Et en late game, ça va vous permettre de vous donner vraiment des grosses cartes bien puissantes. Je sais pas, je pense par exemple si tu le joues sur le T10, tu peux choper des cartes qui pour 9 fait 10-10, c'est un LM, c'est une 10-10 ruée.
et je crois que c'est une 10-10 ruée élémentaire. Donc en fait, la carte est super polyvalente, donc je pense que c'est ultra intéressant en druide. En chasseur, là par contre, un peu moins intéressant. Je pense que ça peut être jouable, mais que dans le chasseur contrôle, et sachant que le chasseur contrôle, c'est pas du tout joué. Ce que j'appelle chasseur contrôle, c'est les chasseurs un peu oral d'agonie. C'est pas du tout joué. Je pense pas que la carte soit très intéressante pour le chasseur, c'est-à-dire que le chasseur il va préférer mettre du burst plutôt qu'une carte qui va découvrir une autre. Enfin, c'est pas une carte qui a intérêt à découvrir de nouvelles cartes. Je reconnais que ça peut par exemple être une carte plutôt pas mal en chasseur Highlander par exemple, ou en chasseur contrôle, mais vu que c'est des archétypes qui ont complètement disparu à cause de nerfs, le chasseur Highlander il a disparu à cause de nerfs, et le chasseur Ral d'Agonie il est juste pas jouable. Je pense pas que la carte soit très intéressante. Elle peut vous permettre parfois de trouver des létales, mais je préfère avoir des cartes stables plutôt qu'une carte qui fasse pas grand chose. Surtout qu'en early game, si tu l'as dans la main, ça fait rien. Enfin, je préfère avoir un T1 qui met du board plutôt qu'un T1 qui me découvre une nouvelle carte. Donc en chasseur, pas intéressant, et en druide, plutôt intéressant. Donc voilà, on va passer à la troisième carte. Alors, troisième carte, cette carte s'appelle Orientation. J'ai juste oublié de vous dire, les deux cartes qu'on a vues précédemment, c'est des cartes qui pour moi sont fortes dans la méta et vont aussi être fortes après la reta. C'est-à-dire qu'elles vont être jouables plutôt, pas fortes, elles seront jouables. Elles sont pas forcément très fortes, mais elles vont être jouables. Ensuite, on va s'attaquer à la troisième carte. La troisième carte, elle se nomme Orientation. Orientation, c'est une carte encore une fois de double classe, donc une carte à la fois mage et une carte à la fois chaman. Donc pour un cristal de mana, vous allez regarder 2 sorts. Donc j'imagine que on va vous proposer 2 sorts. C'est-à-dire que d'habitude, une découverte, vous avez le choix entre 3 cartes. Là, vous allez avoir le choix entre 2 cartes. En ajoute une à votre main, ou si vous décidez de vous surcharger à 1, vous obtenez les 2. Alors, vraiment, cette carte, j'adore. J'adore pourquoi ? Pour 1, c'est super intéressant. Vous avez en somme une découverte de sort. Effectivement, vous avez que 2 cartes, mais bon, ça reste sympa, c'est pas très fort sous cette forme-là. Mais pour découvrir, en fait, vu que tu prends les 2 qui te sont proposés, tu les découvres pas, mais pour avoir 2 cartes qui sont en plus des sorts, donc pour le mage et pour le druide c'est très intéressant parce que c'est des cartes qui vont avoir besoin de gestion en early game, ou même de freeze, de burst, ce que vous voulez, ça va être toujours intéressant, donc carte très forte. En plus, finalement, si vous la jouez sur le T1, le mage c'est pas très important s'il se surcharge sur le T1, et pareil pour le druide. Le druide il s'en fout de se surcharger sur les premiers tours, parce que les premiers tours il va rien faire, et puis après c'est qu'ensuite qu'il va s'accélérer. Donc carte vraiment très forte. Alors elle est pas pour moi actuellement trop jouable dans les druides actuels, parce que les druides actuels c'est pas trop des druides sorts orientés découverte de cartes, mais par contre elle peut être jouable dans un seul type de druide. Pour moi elle peut être jouable dans le druide Highlander. C'est un bon deck, en mage, je pense qu'elle peut être jouable, elle peut être super sympa, par exemple dans un mage peut-être Tempo Cyclone, pour ramener des cartes, c'est un nouveau moyen de vous générer des cartes aléatoirement, donc super sympa. Donc la carte, j'en pense que du bien, je pense qu'elle est très bonne. Juste là, dans la méta actuelle, elle est pas forcément... Enfin, c'est même pas être dans la méta actuelle, c'est juste que les decks, ils pourraient pas la rentrer. Le mage, il peut la rentrer facilement, le druide un peu moins facilement. Donc la carte, pas mal, très polyvalente. En plus, elle coûte pas cher, donc c'est super cool. Donc vraiment, carte que j'adore. On se retrouve ensuite avec la quatrième carte. La quatrième carte, elle se nomme le Phénix enchaîné. C'est une carte pour 2 de mana qui a des stats 2-3. C'est correct. C'est d'un élémentaire. Et il est en sommeil pendant 2 tours et plus 2 au dégâts des sorts. Alors, cette carte, je pense qu'elle est excellente. Pourquoi est-ce qu'elle est excellente ? Déjà, c'est une carte de double classe, encore une fois, chaman et mage. Donc dans les 2 cas, c'est excellent.
parce que les deux classes, c'est les deux classes qui jouent le plus avec les dégâts des sorts. Donc déjà on a un body intéressant pour... Bon après c'est une carte en sommeil, c'est-à-dire que vous la jouez sur V2, vous devez attendre 2 tours avant qu'elle se réveille. Mais pourquoi est-ce qu'elle est si forte? Parce que de une c'est un élémentaire, donc ça peut vous permettre de proc la mini-quête du mage qui vous fait piocher 3 sorts si vous avez joué 2 élémentaires autour, 2 élémentaires 2 tours de suite. Ensuite, son effet passif qui fait qu'elle a plus d'eau des dégâts des sorts, c'est très fort, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez vous retrouver dans des setups où vous gelez le board adverse en mage, vous gelez plusieurs tours et pendant ce temps vous posez cette créa et quand elle se réveille par exemple, bah vos AO elles vont mettre très mal parce que par exemple le Flamme Strike il va mettre 6 dégâts à toutes les créas adverses, ça va être très fort. Donc vraiment je pense que c'est une très bonne carte. Pareil en chaman, peut-être un peu moins bon en chaman parce que le chaman actuellement il est plutôt agressif, donc je le vois clairement pas jouer en chaman. Par contre en mage je le vois vraiment jouer, peut-être en un exemplaire, et peut-être pas dans tous les decks, plutôt dans des decks tempo. Dans des contrôles ça peut être joué pour moi clairement, parce que ça marche très bien avec les AO, et c'est plutôt cool. Je sais pas, et en plus, là où la carte est intéressante, c'est que clairement ça c'est un truc cool, c'est qu'elle peut rentrer dans pas mal de decks OTK, que ça soit chaman ou mage, c'est-à-dire que si vous arrivez à en mettre 2 et qu'ils se réveillent au même tour, ça veut dire que vos sorts ils ont plus 4 dégâts des sorts, et là vous pouvez faire des OTK en milliard je pense, hein. Honnêtement, donc ça tient vraiment. Je pense que sur le papier il est pas forcément incroyable, mais là pour l'instant dans la méta en chaman elle va pas être jouée, mais en mage par contre ça va être joué. En mage je pense que ça va être joué, pas forcément encore en 2 exemplaires, mais ça va être intéressant. On va passer à la 5ème carte. Ah, la 5ème carte. Une des 4 légendaires de ce mini-set. Alors, cette carte, c'est la garde des clés ivoire. Pour 5 de mana, on a une carte qui, en cri de guerre, découvre un sort à 2 classes de n'importe quelle classe, en salve, en obtient une autre copie, donc vous obtenez le même. Voilà, et qui a pour stat 4-5. Si on regarde globalement la carte, elle est excellente. Ah oui, encore une fois, c'est une carte double classe, c'est une carte à la fois mage et à la fois voleur. Pourquoi est-ce que la carte est excellente? La carte pour 5, elle a comme body 4-5. Alors vous allez me dire, c'est dégueulasse, un body 4-5 pour une carte qui coûte 5. Mais honnêtement, c'est pas choquant. Surtout que quand tu regardes son effet, il est vraiment très puissant. Donc en vrai, par rapport à ses effets, ça reste tout à fait correct. Donc déjà, elle va découvrir un sort à 2 classes de n'importe quelle classe. Pourquoi est-ce que c'est très fort? Déjà, les sorts à double classe, il n'y en a pas 1 milliard. Donc en fait, c'est très ciblé. C'est-à-dire que vous allez toujours pouvoir plus ou moins prédire. Vous allez pouvoir vous dire, ok, je vais toucher à peu près ça. J'ai à peu près tant de chances de toucher des sorts de ce type-là ou de ce type-là. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, j'ai tant de chances de choper un clean, un anti, j'ai tant de chances de choper un truc qui va me donner des dégâts. Enfin, ce genre de choses. En fait, la carte, elle est très forte parce que vous obtenez que des sorts. Et en plus, ce ne sont que des sorts de double classe, donc très intéressantes. En plus, encore une fois, les sorts de double classe sont vraiment broken. Il y en a quelques-uns qui sont claqués au sol, genre Philosophie si vous le chopez, c'est pas très bon. Après, ça peut être intéressant pour déclencher vos combos, mais dans les faits, la carte est très forte, c'est-à-dire que sur T5, t'as un body 4-5 plus une découverte d'une carte double classe, donc très bonne carte. Et en plus, finalement, on va pouvoir la jouer d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la jouer de la manière suivante, on va pouvoir la jouer comme une carte un peu contrôle. Je la vois plus jouer de ce genre-là, enfin, comme ça en mage. En mage, on va plus la jouer par exemple sur un T6 ou sur un T7 en jouant un petit sort à côté pour récupérer une deuxième carte. Autant en voleur, on n'aura aucun mal à la mettre comme T5 en tant que body 4-5 et pour avoir une découverte de carte. Autant en mage, on va essayer de maximiser au maximum sa salve et donc de poser la carte et de déclencher immédiatement sa salve. Alors qu'en voleur, ça va être moins important. Donc la carte est très forte parce qu'elle va vous permettre soit d'être plutôt dans une option
mid-game, ce genre de choses, ou soit elle va vraiment vous permettre d'avoir de la génération de cartes et donc de contrôler votre adversaire. Donc je pense que j'ai tout dit, moi j'en pense beaucoup de bien de cette carte, elle est très intéressante que ce soit en mage ou en voleur. Alors en voleur elle sera pas jouée dans tous les decks, elle sera bien évidemment d'office exclue de tous les agros parce que ses stats sont trop mauvais, enfin ses stats, son body est trop mauvais, 4-5 pour 5 c'est trop mauvais dans un deck aggro. Par contre dans tous les decks, voleur un peu contrôle, voleur Highlander, enfin voleur contrôle ça existe pas vraiment, mais voleur Highlander, voleur Sectoon, ou même voleur quête, ça va être très intéressant. On va s'attaquer ensuite à la 6ème carte. Que fait-elle? Pour 1, on a une carte qui s'appelle Poison Nitro-Stimulant. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne plus 2 attaques à un serviteur. Et en corruption, alors je rappelle, corruption, ça veut, pour déclencher l'effet corruption d'une carte, il faut avoir joué une carte de coup supérieur. C'est-à-dire que la carte, vous devez l'avoir dans la main. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai Poison Nitro-Stimulant dans la main. Si je joue Garde des clés ivoire, je déclenche la corruption de la carte. La carte devient corrompue. Donc ensuite, quand je la joue, elle est meilleure. Et corruption, elle donne aussi plus de attaque à votre arme. Alors cette carte, c'est un gros coup de cœur. Pourquoi est-ce que c'est un gros coup de cœur? Effectivement, elle n'est pas non plus folle. Mais pourquoi est-ce que j'adore? Parce que les decks aggro ont littéralement disparu de la méta. Et ça, c'est une carte qui peut permettre aux decks voleurs aggro, et notamment aux decks voleurs armes, de revenir en force. La carte, honnêtement, pourquoi est-ce qu'elle est si forte? Donne plus d'attaque à un serviteur. Pour un, honnêtement, c'est déjà pas forcément dégueulasse. Voilà. Et en plus, si vous l'avez corrompue, elle peut donner plus 2 attaques à votre arme. Donc, enfin, pour un, plus 2 attaques à votre arme et plus 2 attaques à votre serviteur, c'est complètement débile. Hein. Et en plus, là où c'est très intéressant, c'est que on sait que le voleur, il a des cartes camouflées. Donc ça va être d'autant plus fort que parfois vous allez pouvoir avoir des cartes avec des gros scores d'attaque, mais qui vont pas pouvoir être touchées parce qu'elles seront camouflées. Donc très intéressant. Et donner plus 2 attaques à votre arme, ça va toujours être intéressant. Même si vous avez l'arme du pouvoir héroïque, ça sera toujours intéressant d'avoir une 3-2. Hein. Une 3-2, ça commence à frapper fort. Donc vraiment, super coup de cœur. Autant par contre, là où je suis un peu plus mitigé, évidemment, vu que c'est une carte double classe, c'est que c'est aussi une carte guerrier. Pour moi, en guerrier, elle a beaucoup moins de sens dans le... Parce que... Enfin, elle a beaucoup moins de sens parce que autant donner plus d'attaque à votre arme, ça sert énormément au guerrier, mais plus d'attaque à un serviteur, le guerrier, sachant qu'il pose pas vraiment énormément de serviteurs, peut-être que dans un guerrier tempo, ça peut servir, mais le guerrier tempo, c'est quand même assez rare, et dans des guerriers, effectivement, dans des guerriers aggro, comme le guerrier pirate, mais le guerrier pirate, on sait que, bon, c'est un deck un peu tir inconnu, donc... Voilà, je pense que cette carte, elle a vraiment une réelle utilité en voleur, et vraiment elle est très forte en voleur, autant en guerrier, sachant que c'est des archétypes, enfin la plupart des guerriers actuellement ce sont des archétypes contrôle ou mid-range contrôle, je vois pas trop l'utilité en guerrier, mais peut-être que ce que je dis c'est totalement faux, et peut-être qu'on va voir surgir des guerriers armes, mais ça m'étonnerait, mais ça pourrait. On s'attaque ensuite à 2 nouvelles cartes, enfin à une nouvelle carte en l'occurrence. Alors, on a une carte qui pour 4 de mana, c'est une carte double classe, donc à la fois guerrier et à la fois paladin, qui se nomme Barricade. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Invoque un garde 2/4 avec provocation. Si c'est votre seul serviteur, on invoque un autre. Alors déjà la carte, moi quand je l'ai vue, au début je me suis dit bon c'est pas ouf, de 4 pour 4, enfin si tu considères l'effet de base, c'est-à-dire pour 4 une de 4 provocation, c'est clairement nul, hein. C'est vraiment nul. Sachant que le guerrier, il a quand même la 2/5 taunt qui t'équipe d'une arme, donc il préférerait jouer cette carte. Mais c'est pas fini. Là où elle est intéressante, c'est que ça soit... Alors en paladin, je pense que la carte a aucune utilité, vraiment elle sera jamais jouée. Peut-être que il y a un seul paladin où ça servirait, mais le problème c'est que ce paladin il est trop tir inconnu, c'est le paladin duel. C'est-à-dire qu'en fait c'est un paladin où vous jouez pas de créature, donc vous êtes presque tout le temps sûr que sur le T4 quand vous allez jouer cette carte vous allez avoir 2/4 taunt. Donc c'est très intéressant. Bien évidemment, si vous déclenchez l'effet où vous mettez 2/4 taunt, c'est très fort.
Donc en paladin, à part en paladin duel, dans le paladin Libram, vous avez quand même des T1, vous avez des T3, vous avez des T2, vous avez des T4, vous avez des T5. Donc la carte est vraiment pas ouf. Par contre en guerrier, elle peut être très intéressante. Alors pas en guerrier tempo ou guerrier ETC parce qu'il a quand même pas mal de petites créas pour gérer un peu les guerriers. Mais par exemple dans des guerriers, dans des big guerriers, un peu à l'instar, un peu comme le paladin en fait, comme le paladin duel, et on peut imaginer que dans le big guerrier, on ait cette carte qui nous permet de tenir contre les aggros. Après le problème c'est que le big guerrier est tellement mauvais qu'en fait, ok, cette carte va peut-être un peu améliorer vos match-ups, mais elle va pas changer grand-chose. Et après, là où je pense qu'elle peut être bonne, c'est dans les guerriers bombes. Les guerriers bombes, c'est pas des guerriers qui ont beaucoup de board. Ils en ont, mais ils en ont pas beaucoup. Et donc, surtout que le T4, guerrier, en fait, il a pas de T4. C'est-à-dire que guerrier, T1, en général, il fait rien. T2, il va pouvoir héroïque. T3, en général, il commence à jouer, c'est-à-dire il va faire du maîtrise de blocage, il va pouvoir vous faire attaque tourbillonnante, il va vous faire plein de choses différentes. Et T4, effectivement, si c'est un guerrier bombe, il a l'arme, mais à part ça, il a pas vraiment grand-chose. Et donc c'est une carte qui, je pense, peut vraiment être intéressante. Peut-être pas à mettre en 2 exemplaires, mais à mettre en 1 exemplaire, ça peut être super sympa. Donc pour moi, en guerrier, elle est plutôt pas mal. Je dis pas qu'elle est forte. Et en paladin, par contre, elle est vraiment claquée au sol. Voilà, la première review des cartes est terminée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle review sur les cartes restantes. Allez, ciao!